Alors, on donne la parole à la salle, si j'imagine qu'il y a plusieurs questions. Donc, moi j'ai une question qui était peut-être assez existentielle, mais je suis frère, je vis en communauté depuis une dizaine d'années, avec à la fois des Africains, et puis des Antillais, ou des gens qui viennent de Maurice ou de la Réunion. Et une chose qui me frappe, et ça me frappe aussi parce que ça n'a pas du tout été évoqué, j'ai l'impression qu'il y a une grande différence qui est autour de la question du métissage. C'est-à-dire qu'en Afrique, il y a eu des colonies, mais la présence blanche a été quand même ponctuelle, il n'y a pas beaucoup de mélange de population. Enfin, de ce que je perçois, aux Antilles, c'est vraiment des populations qui sont complètement mélangées, avec un dégradé de couleurs. Et ce qui est difficile à saisir pour moi, c'est justement face à un de mes amis, un de mes frères antillais, martiniquais. Est-ce que le fait de reconnaître sa manière de se définir comme noir, c'est juste et ça permet de reconnaître sa différence, sa culture qui est différente, ça. Ou est-ce que c'est rentrer dans un système qui était oppressif, enfin, qui vise à définir les noirs comme inférieurs, tout ça. Donc ces catégories-là, enfin, j'ai l'impression que cette identité elle est revendiquée, en même temps elle est aussi perverse quelque part. Et qu'est-ce que vous en diriez? Ça changeait juste un point, c'est que j'ai aussi fréquenté des blancs martiniquais, des béquets, et je me sens aussi différent, enfin plus loin culturellement d'eux que de créoles qui sont plus dans nous, je sais pas, cette culture de classe. Merci. C'est une question surprenante, je ne m'y attendais pas. Bon, en fait, c'est quelque chose qui revient constamment, effectivement, la problématique du métissage, du rapport aux femmes, etc. C'est des éléments effectivement importants. Moi, je renvoie tout le temps à un auteur qui s'appelait Amilcar Cabral, qui avait expliqué que le principal enjeu, c'est ce qu'on appelle la lutte de classe intraraciale, c'est-à-dire que la couleur ne définit pas tout, il y a des luttes internes aux différents groupes dits de couleurs. Il y a autant de luttes de classe entre les milieux totalement noirs qu'entre les milieux totalement blancs. Il y a des idéologies qui circulent, qui sont présentes, il y a des rapports de force et de domination qui existent. On a des situations différentes qui font que dans le cas des Antilles, il y a un processus d'assimilation républicain qui nie totalement la couleur, l'origine africaine, etc. Tandis que dans le contexte africain, on a une situation à la fois de colonisation et de tribalisation qui est très différente. Néanmoins, moi personnellement, je ne suis pas favorable aux explications globalisantes. Je pense que chacun est un cas particulier et que c'est vraiment à chacun, par rapport à sa propre conscience historique, de se positionner sur ces enjeux-là. Donc je suis assez réticent en fait à émettre des explications généralisantes. Néanmoins, il y a des explications structurelles, historiques, dont il faut tenir compte. Quand je vais chaque année en Martinique, d'où ma mère est originaire, et je sais que la dernière fois que j'y ai été, j'en discutais juste avant, je discutais avec un conseiller principal d'éducation qui était catastrophé de voir qu'en Martinique, il y a des écoles, des classes dans lesquelles il n'y a plus aucun enfant noir. Et ça le marque, quoi. Il se dit, mais il se passe vraiment quelque chose. Quand on va à La Réunion, pareil, il y a des problématiques du point de vue des transferts de migration et de population. Donc qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est construit? Je pense qu'il faudrait relire quelqu'un comme Michel Foucault, qui a beaucoup travaillé sur la bioéthique, le biopolitique, la manière dont la race est politiquement construite, et ensuite vulgariser tout ça en y mettant effectivement du Charanta Diop et du Fanon. Bref, on a déjà les outils. Maintenant, il faut que chacun, un peu à la carte, puisse s'en saisir et se déterminer, on va dire, individuellement. Et à partir des déterminations individuelles, se créent justement des groupes d'intérêt qui font que, eh bien, il y a des rapports de force et de domination, et que ces questions-là peuvent être posées dans des débats dont sortiront justement des réponses ou des bases programmatiques. Par exemple, le nationalisme, certains le prennent comme une idéologie et d'autres le prennent comme un programme. Donc, est-ce que dans le cadre des nationalismes noirs, par rapport à cette question du rapport au blanc, du métissage, est-ce qu'on est dans l'idéologie ou est-ce qu'on est dans du programmatique? Donc tout ça, c'est des questions qui sont extrêmement intéressantes, mais qu'il y a encore
plus de temps, donc je vais laisser Sarah peut-être rajouter un mot. Alors, je sens deux choses dans votre question. Alors, effectivement, on a l'impression d'avoir moins de métissage en Afrique, mais il y en a toujours eu, et il y en aura toujours, j'en suis la preuve. Et le métissage dans la Caraïbe, c'est quand même lié à l'esclavage. Et c'est un métissage qui est d'abord forcé. C'est quand même en fait lié à... C'est un métissage forcé qui passe globalement pour beaucoup par des viols, et aussi la hiérarchisation des populations à travers, vous avez dit, à toutes les couleurs, oui, toutes les couleurs qui sont effectivement codifiées, c'est-à-dire qu'avec un certain nombre de noms, enfin bon, on a quelqu'un qui connaît certainement mieux ça que moi, codifiés avec des noms qui peuvent être désormais valorisés ou qui sont dépourvus du sens initial, mais il n'empêche que ça imprègne la société jusqu'à maintenant. En Afrique, il n'y avait pas effectivement cette gradation, parce qu'il n'y avait pas de mélange, il y avait quand même une volonté d'étanchéité des classes dirigeantes et des colons de ne pas se mélanger avec les populations. Donc c'est politique, c'est-à-dire que c'est politique et historique en fait ce métissage. C'est pas un choix, c'est pas quelqu'un qui va rencontrer d'autres personnes et ça fait une histoire. Et en dessous de votre question, il y a aussi la question sous-jacente qui est problématique et dont on parlait ensemble auparavant, c'est la question de la race. Et je vous renverrai en fait vers le film de James Baldwin qui est au cinéma en ce moment, à savoir quand il est confronté à un professeur de Harvard qui lui dit mais c'est vous qui avez un problème avec la race, et ben voilà, le problème et le débat il est là, c'est-à-dire que quand une personne racisée, parce que c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui, dit en fait ce que ça veut dire la race et parle de race, on lui renvoie le stigmate en disant c'est vous qui le mettez en avant. En l'occurrence, en fait, ce que dit Baldwin, et j'ai l'impression que vous avez vu le film, c'est qu'il ne peut pas s'en défaire. C'est un stigmate qui colle à la peau, et c'est aussi ce que Fanon dit, c'est une carapace. Donc, chacun choisit effectivement la stratégie qui est la sienne pour vivre avec cette carapace, mais le fait est, c'est qu'on ne peut pas y échapper. Donc, c'est pas simplement le fait de revendiquer quelque chose, le fait est, c'est que c'est là. C'est que c'est une classification, c'est que quand vous sortez dans la rue, elle est là. Et les événements de Black Lives Matter aux États-Unis et aussi en France vous montrent aussi que c'est une lecture première. On lit le corps comme si c'était un révélateur potentiel d'une criminalité ou autre. Et ça, effectivement, c'est lié à l'histoire. Donc, le métissage, oui, il est toujours là, il sera toujours là, mais ça veut dire qu'il faut être conscient des barrières que ça suppose. Moi, j'ai une question qui porte sur le passé très profond, et une question qui porterait sur l'avenir. Dans un premier temps, est-ce que, monsieur, lors de votre intervention, vous situez le panafricanisme avec le mouvement de Garvey et de William Edgar Dubois, mais même si on a cité Cheikh Anta Diop, nous connaissons un peu les travaux de Cheikh Anta Diop, est-ce qu'il n'est pas quelle est la dimension ou la place de l'Afrique précoloniale, c'est-à-dire l'Afrique avant le contact avec le monde extérieur dans le panafricanisme? Quels sont les éléments d'inspiration, que ce soit l'afrocentrisme ou le panafricanisme, sur les éléments de la construction africaine? Je parle des royaumes, que ce soit Bantou ou Mandingue. Quelle est la dimension de ces éléments avant le contact de l'Afrique avec les autres continents dans ces idéologies, dans les deux idéologies respectives, d'une part? Et de l'autre part, est-ce que ça c'est alors l'avenir, est-ce qu'il ne serait pas une erreur ou une image un peu réduite de limiter ou de calquer le panafricanisme ou l'afrocentrisme sur l'Afrique et le noir? C'est-à-dire, quand on parle du panafricanisme ou on parle de l'afrocentrisme, la première idée qui vient en tête, c'est l'Afrique, et la seconde, c'est le noir. Est-ce qu'il n'y a pas un travail de sensibilisation, d'éducation à faire pour s'émanciper de cela? Parce que moi, étant jeune, et j'espère que mon Afrique sera ce que je vais expliquer plus tard, ce n'est pas une Afrique noire. Mon Afrique, c'est une Afrique
des Berbères du Nord. Mon Afrique, dans 5 ans, c'est une Afrique des Blancs de l'Afrique du Sud, c'est une Afrique des Métis sur l'Est, Madagascar, La Réunion, c'est une Afrique de Noirs. Donc c'est une Afrique mosaïque. Et un penseur africain disait, notamment Ampateba, il disait la beauté d'un tapis dépend de la diversité de ses couleurs. C'est un homme littéraire malien. Merci. Donc, est-ce que vouloir se limiter à l'Afrique et le noir, c'est pas, on ne perd pas certains éléments qui seraient utiles dans une vision positive de l'Afrique? Merci beaucoup. Qui veut répondre? On doit toujours faire un petit peu court parce qu'on a d'autres questions. Bon, il y a la référence à l'Égypte chez Cheranda Diop qui cherchait tout simplement la plus ancienne civilisation africaine et qui méthodologiquement est remontée jusqu'à l'Égypte. Il y est remonté en passant par les langues, en montrant qu'il y avait une unité culturelle et linguistique à travers les langues, et que du coup cette unité linguistique signifiait qu'il y avait une parenté entre les populations, en tout cas la parenté génétique des langues signifiait l'unité culturelle du continent africain. Et lorsqu'on va en Afrique de l'Ouest, eh bien, sur tout le golfe de Guinée, on peut avoir différentes langues, mais ce sont des langues que l'on peut travailler du point de vue de l'unité, c'est-à-dire que ce sont des langues éclatées. Donc, par exemple, ça peut être un élément pour repenser la question linguistique. Dans l'afrocentrisme, ils font référence au Swahili, alors que la plupart venaient probablement de pays où on parlait Kikongo, Yoruba, Hausa, etc. Donc la question de la langue, par exemple, c'est un élément de réflexion sur lequel on peut s'appuyer sur la situation précoloniale. Définir 1, 2, 3, 4 grandes langues de communication à l'échelle du continent africain avant l'arrivée des fameuses langues de contact qu'on appelle en fait les langues de colonisation. Se pose aussi bien évidemment la question de la place de l'arabe dans ces langues-là. D'autre part, sur l'Afrique précoloniale, les grands empires ouest-africains ou centrafricains qui existaient déjà à cette époque-là montrent que l'Afrique a déjà connu des systèmes de fédération, des systèmes politiques sophistiqués qui fonctionnaient, bon, peut-être pas parfaitement. Je pense qu'il faut toujours être relatif sur la glorification de l'histoire du passé, mais qui en tout cas fonctionnaient. Donc ça aussi, ce sont des exemples qui peuvent servir. Quand du Sénégal jusqu'au Niger, on voit des noms, des personnes, des familles qui portent à peu près le même nom, mais il y a juste 1 ou 2 lettres qui changent, Condé, Comté, Conté, etc. On sait que c'est la même famille. Donc là aussi, sur la construction d'une unité sociale, ce sont des éléments sur lesquels on peut s'appuyer. Pour ce qui renvoie en fait à ce qui serait de manière un peu parallèle le droit du sol ou le droit du sang, le sang étant ici comme le droit de la couleur noire pour se revendiquer comme africain ou panafricain, ce sont des débats qui existent. Quelqu'un comme Kwame Nkrumah a toujours dit que les États-Unis d'Afrique, ça allait du Caire jusqu'au Cap. Certains, et j'en fais partie, incluent même la Palestine dans cette Afrique-là, puisque la seule instance internationale où la Palestine est présente, c'est l'Union africaine. Mais paradoxalement, un territoire comme Haïti, qui est, on va dire, du point de vue du sang, entre guillemets, théoriquement plus noir que l'Algérie, n'est pas l'Union africaine. Et en même temps, l'Algérie a joué un rôle beaucoup plus important que beaucoup de pays africains où il y a une population majoritairement noire, mais qui ont été des obstacles justement à cette unité africaine. Donc bien évidemment, la question de la couleur, la question de l'ethnie, ce sont des éléments qu'il faut dépasser. Ça fait partie en fait d'une réflexion géopolitique beaucoup plus large. Et ça aussi, je pense que c'est des points sur lesquels on doit travailler. Après, je pense qu'il ne faut pas aller non plus dans l'excès inverse. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la France, les États-Unis, l'Allemagne, tout le monde a un projet panafricain, sauf les Africains. Donc il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là d'ouvrir le panafricanisme à tout le monde. Une fois, on m'avait demandé à Lomé, il y a une dame blanche qui m'avait demandé si elle pouvait se considérer comme panafricaniste. Ben, je lui ai dit non. Je lui ai dit, vous pouvez être anti-impérialiste, vous pouvez être anticolonialiste, il y a plein de choses que vous pouvez être. Mais ça, à moins vraiment de montrer par, je ne sais pas, l'opération du Saint-Esprit, quelque chose d'extraordinaire, vous ne pouvez pas vous revendiquer de cette histoire-là. Il faut sortir de ce contexte où des choses paraissent cool et on veut s'en revendiquer. Aujourd'hui, il y a une coolitude du panafricanisme qui fait que dans les milieux blancs, Total, même les multinationales utilisent ce terme-là. Donc il faut être très prudent par rapport à ces ouvertures un peu universalisantes. D'autre part, c'est la question de la démocratie. Et la démocratie, c'est, bon an, mal an, le règne de la majorité. Et sur le continent africain, ben, il y a une majorité de population qui est noire.
Et donc c'est absolument anormal que cette majorité de population qui est noire soit par exemple maltraitée dans certains pays d'Afrique du Nord. Donc ça aussi c'est un point que l'on débat et qui est très présent dans les échanges. Donc je pense que les éléments que vous avez formulés, en tout cas, ils ne sont pas valides en tant que tels. On a suffisamment de luttes qui les réfutent, et moi-même j'en fais partie, puisqu'à côté de mon travail d'historien, je suis militant, secrétaire général d'une organisation, la Ligue panafricaine Moudja, on travaille sur l'ensemble de ces enjeux-là, en y incluant même des territoires éloignés qu'on oublie, comme la Kanaki, qui a aussi des liens avec cette histoire panafricaniste. Les Black Panthers ont été, ou ils ont influencé aussi. Marcus Garvey a eu des disciples dans ces endroits-là. Donc il faut arrêter de penser à réduire l'Afrique ou le continent, il faut plutôt l'élargir. Parce que l'Afrique, elle est présente dans beaucoup d'endroits. Et c'est le travail du panafricanisme. Alors, deux choses. Pour vous parler de l'Afrique précoloniale, et vous parlez d'un temps où en fait l'Afrique n'aurait pas eu contact avec l'Occident, si je devine bien. Et en l'occurrence, ça n'a jamais été le cas. Le continent a toujours été, il y a toujours eu des circulations, il y a toujours eu des mélanges et des influences. Alors, je parle de ça en termes de rapport de domination. Oui, certes, mais du coup, effectivement, je serais prudent dans la formulation, c'est-à-dire que effectivement, il y a une rupture avec la colonisation qui est effectivement utilisée par les afrocentristes en termes raciaux. Alors, les afrocentristes découpent le continent africain à travers certains territoires dont ils ont des informations. Ils ont aussi une fascination pour l'Égypte, ils connaissent Couche, ils connaissent un petit peu le royaume du Mali parce qu'il y a un ouvrage qui est présenté à peu près dans tous les cours d'histoire afro-américaine et d'histoire africaine, qui est l'histoire d'un ancien esclave qui était en fait un prince malien. Et ils connaissent aussi le grand Zimbabwe, et au milieu de tout ça, rien, il y a un trou. Et donc le problème il est là, c'est pas en fait un choix que je fais de segmenter, de ne pas parler de certains empires précoloniaux, c'est j'ai suivi la trajectoire et le mode de construction des savoirs pensés par les afrocentristes, qui en l'occurrence, et c'est l'une de mes critiques, segmentent selon leurs besoins américains le continent, et l'histoire du continent et l'histoire précoloniale. Et effectivement, la multiplicité de l'Afrique, elle est là. Maintenant, effectivement, il y a toujours la question de la race. Et pour les afrocentristes américains, et c'est ça aussi qu'ils ont construit, être africain égale être noir. Et noir, pas comme moi. Moi, je ne rentre pas dans les cases. Il faut être noir, et ça signifie avoir un lien le plus proche possible, en fait, avec le continent des ancêtres. Donc, c'est aussi un choix postural, un choix de segmentation des individus et des communautés, mais pas un choix qui relève d'une expérience de terrain. Ils ne vont pas sur le terrain. Par exemple, Hamza parlait d'Alger. Alger, effectivement, a été un endroit de centre révolutionnaire où les mouvements révolutionnaires se sont rencontrés. Les Panthères Noirs, quand ils y sont allés, ont rencontré des révolutionnaires. C'était pas la question de la race, c'était en arrière-plan. Donc c'est un choix qu'ils font pour déterminer qui a une proximité avec l'Afrique et qui donc peut revendiquer un point de vue africain sur le monde. Mais c'est un choix qu'ils font pour vous. C'est pas vous qui avez décidé que vous êtes africain. Vous pouvez le faire, mais dans les milieux afrocentristes, il faut une certaine reconnaissance. Moi, je ne peux pas avoir cette reconnaissance parce que je suis populaire. Pour vous dire pratiquement, et c'est une chose que je raconte dans mon livre, j'avais le droit à un interrogatoire précis sur mes origines et mes liens avec l'Afrique avant que je réponde à mes questions. Donc c'est pas la catégorie raciale et l'identification du corps noir et du phénotype noir à l'Afrique, c'est pas une chose qu'ils ont inventée, c'est juste que ça vient aussi effectivement des rapports coloniaux et de la construction du rapport à l'Afrique. Et je vous invite pour votre intérêt personnel à aller voir les travaux d'artistes visuels. Il y a une artiste qui s'appelle Ingrid Mwangi, qui est kenyane allemande et qui déconstruit en fait ça en disant « moi je suis multiple, j'appartiens à plusieurs territoires et j'invente une circulation qui n'existait pas en temps colonial entre le Kenya et l'Allemagne. » Et tous les artistes visuels, il y a des artistes sud-africains qui font ça aussi très très bien, qui sont beaucoup plus en avance que les chercheurs sur ce sujet-là. Donc je suis totalement d'accord avec vous sur l'idée de multiplicité, parce que c'est ce qui fera
qu'il y a un dynamisme en Afrique qui existe déjà. C'est juste le rendre visible. Et je ne suis pas sûre, enfin, je serais moins l'Afrique, le panafricanisme par les Africains, oui. Maintenant, si des gens font un travail intéressant qui peut aider, pas à la cause, mais du moins au travail de connaissance et d'éducation du plus grand nombre, pourquoi pas en fait. Après, effectivement, ça n'empêche que les Africains peuvent parler pour eux-mêmes, n'ont pas besoin d'une voix tierce. Pour cela, si je me permets d'intervenir, monsieur me rappelle un peu Malcolm X. Moi, je suis trop pro de cette idée. Quand la dame vient lui demander si vous avez vu le film, monsieur, moi qui suis blanche et je ne suis pas raciste, qu'est-ce que je peux faire pour votre combat? Il ne répond rien. Je pense que ce n'est pas une bonne stratégie. En tout cas, en tant que jeune qui veut s'engager pour l'Afrique, ce n'est pas le chemin que je vais emprunter. D'accord. Alors, moi qui suis historien en études afro-américaines, je vais juste préciser une chose. En France, en Europe et au-delà des États-Unis, on utilise certaines références et certains personnages comme référents de l'histoire afro-américaine. Martin Luther King, Malcolm X, les Panthères Noirs. Il y a une histoire extrêmement longue de l'histoire politique afro-américaine et Malcolm X est une figure qui a été montrée à travers une télévision et des écrits souvent blancs. Donc je vous invite plutôt à lire en fait ce qu'il a écrit lui-même. Et là, le monsieur qui s'occupe de la librairie a une édition de la seule biographie qui a été sur Malcolm X et on voit un personnage beaucoup plus complexe, c'est-à-dire qu'il faut aller au-delà des clichés. Parce que malgré tout en France, on a des clichés sur les Afro-Américains et il faut qu'on s'en débarrasse pour enfin aussi avoir cette solidarité. Parce qu'ils ont des clichés sur nous, mais il faut qu'on se débarrasse des nôtres aussi. Non, en fait, il y a la domination économique qui est présente derrière les questions aussi de couleur. Par exemple, les étudiants noirs américains, quand ils lancent les mouvements sur les universités américaines, ils sont confrontés à la présence d'étudiants blancs qui ont un capital économique et social beaucoup plus important, qui sont beaucoup mieux organisés, qui ont les contacts avec les médias et qui sont capables en fait de doper leur mouvement. Sauf que ces étudiants noirs-là expliquent non, on ne veut pas que vous soyez avec nous parce qu'on veut se faire nous-mêmes notre propre expérience. Apprendre par nous-mêmes et notamment apprendre de nos erreurs. Si nous vous laissons entrer dans le mouvement, nous serons finalement à la traîne de ce que vous faites. Donc ça aussi sont des éléments dont il faut tenir compte. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'expériences à se forger par soi-même, avant d'être à égalité avec d'autres qui militent constamment. Et je crois que c'est très important. Oui, merci. Je voulais savoir quel regard vous portiez sur les idées panafricaines en circulation en Afrique. Est-ce qu'il y a un lien entre la façon dont elles ont été développées aux États-Unis? Est-ce qu'elles ont été importées durant la guerre froide en Afrique ou est-ce qu'elles sont nées à partir d'un autre système d'idées? Comment est-ce que vous pouvez comparer ces deux systèmes d'idées-là? C'est-à-dire le panafricanisme tel que porté par l'Union africaine avec le modèle économique qui prône, avec tous les slogans, l'Afrique, la résolution des problèmes africains par eux-mêmes, l'Afrique aux Africains, etc. Et puis les idées telles que vous les avez constatées aux États-Unis et ailleurs. Merci, ça va prendre plusieurs heures, je crois. Essayons d'esquisser peut-être quelques passages fondamentaux. En fait, effectivement, il y a plusieurs panafricanismes et il y a plusieurs, il y a plusieurs perceptions de la chose. Rien que ici, le noir qui est né en Afrique, qui est ici, qui débat avec un noir français qui a toujours vécu en France ou en Occident, n'ont pas forcément les mêmes préoccupations. Je l'ai vu, je l'ai constaté souvent dans des débats, dans des échanges, il y a des questions qu'on se pose en tant que noir de France qui n'ont aucun sens pour un noir qui est né en Afrique, qui a toujours vécu dans un milieu où c'était normal d'être noir, où il y avait une majorité noire. Donc ça aussi sont des éléments importants. Maintenant, sur le continent africain, déjà on a encore trop de segmentation du point de vue des héritages linguistiques coloniaux. C'est-à-dire que l'espace anglophone est très différent et très différencié des milieux francophones qui sont en retard. Le panafricanisme dans l'espace francophone, ça a été un peu le gros boulet du mouvement. C'est-à-dire que c'est là qu'on a eu les plus fortes hostilités à cette notion d'unité africaine. Les présidents comme Houphouët-Boigny, Senghor et autres ont constamment freiné pour retarder le mouvement. Néanmoins, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est d'une part que le mouvement a été porté par déjà par des artistes, par des mouvements sociaux, par des réseaux sociaux, qui pour certains sont des résidus de tout le courant altermondialiste ou antimondialiste qu'on a pu voir dans les années 90-2000, autour d'autres problématiques comme l'abolition de la dette, etc., que
qui aujourd'hui vont se reporter sur des thématiques comme le franc CFA ou comme la souveraineté militaire. Mais là encore, en fait, on a une incapacité en fait, à recycler des choses qui existent depuis longtemps. Tous les débats qu'on a sur le continent africain, dans les différentes parties du continent africain, ce sont les mêmes débats qu'on a depuis 50-60 ans. Sauf qu'entre il y a 50-60 ans, notamment le milieu des années 70 et aujourd'hui, eh bien, il y a eu une rupture générationnelle. Et le grand défi qui se pose aujourd'hui, c'est comment justement construire cette continuité du débat, comment construire cette continuité de réflexion sur les différents enjeux et comment capitaliser plutôt que de devoir à chaque fois donner l'impression de repartir de zéro. Donc ça, c'est un gros travail d'archivage qui, à mon sens, fait défaut. C'est lié au fait qu'on a des États qui n'entretiennent pas la mémoire parce que l'entretien de la mémoire ne va pas en fait avec leur fonction. Et c'est lié aussi au fait qu'il y a une crise intellectuelle majeure sur le continent africain, du point de vue de l'éducation, du point de vue de la réflexion, du point de vue de la production des savoirs. Il y a des choses qui sont faites, il y a des choses qui sont produites, mais par rapport à toutes les attentes, c'est encore insuffisant. Donc aujourd'hui, il y a cette course-là qui est très importante. D'autre part, par rapport à l'Union africaine, déjà, c'est une institution qui est largement financée par l'extérieur, qui est très éloignée des problématiques africaines, qui est très peu présente sur le terrain, c'est-à-dire qu'elle est bunkérisée à Addis Abeba, et l'entrée, il faut montrer vraiment patte blanche. Et j'y avais été pour le 50e de l'Union africaine, j'avais fait une intervention, et j'avais souligné un certain nombre de défaillances, et malheureusement, on voit qu'il y a une incapacité aussi à prendre en compte les critiques. D'autre part, il y a des dirigeants qui s'en servent pour pas leur gloire personnelle, mais pour leur agenda personnel. Donc là aussi, ça pose aussi la question de qui dirige ce type d'organisation et de quelle est l'idéologie dominante de tout cela. Effectivement, aujourd'hui, ce qui domine dans cette idée de panafricanisme, c'est le libéralisme. C'est l'idée que le panafricanisme, en fait, c'est le néolibéralisme appliqué à l'ensemble du continent africain. C'est un peu cette tendance dans laquelle on est. Ce qui permet effectivement aux multinationales de s'installer, de se dire panafricaines, de recruter du personnel panafricain. Parce que le monde de l'entreprise a toujours su trouver son intérêt dans ces idéologies-là. Et parallèlement à ça, eh bien, on a des populations qui restent marginalisées, qui n'ont pas voix au chapitre. Donc aujourd'hui, à mon sens, une des réponses possibles à cette question-là, c'est la reformation de partis politiques, des partis politiques panafricains, qui puissent être présents lors des différentes échéances, législatives, présidentielles ou autres, qui puissent déjà faire de cet enjeu-là un débat, de la même manière que ici, lorsqu'on a des élections, même au niveau cantonal, on demande aux chefs de canton ce qu'ils pensent de l'Europe, alors qu'on n'ira jamais demander même à un président africain ce qu'il pense du projet panafricain. Donc faire en sorte qu'il y ait cette masse critique qui fasse que cet enjeu-là devienne essentiel à chaque élection. Donc ça aussi, c'est un travail en fait de basculement du travail, on va dire, académique au travail militant, qui nécessite de former beaucoup de monde. Donc je dirais qu'aujourd'hui, le grand défi, c'est de former du monde, de construire cette masse critique, et aussi de connecter les différents milieux, entre guillemets, linguistiques, culturels et sociaux. Néanmoins, il y a quand même une dynamique qui montre que des choses sont en train de se faire, et je pense que dans les 10 à 15 années qui viennent, le panafricanisme, tel qu'il a pu être pensé, dans son sens émancipateur, autonomiste, et solidaire et internationaliste, devrait être en mesure, je pense, de redonner, dans certaines parties du continent africain, un autre visage de l'Afrique. Ma question portait donc sur le Maghreb. Comment est appréhendé le Maghreb par le panafricanisme et l'afrocentrisme? Comme je disais, il me semble que le Maghreb est exclu de l'afrocentrisme qui est fondé sur une identité noire. Et donc je me questionnais sur la place, à part si vous avez une réponse à m'apporter en plus, sur aussi la place donc, du Maghreb dans le panafricanisme. Alors effectivement, vous avez bien compris, le Maghreb n'est pas inclus dans les lectures afrocentristes afro-américaines pour effectivement des questions de classification raciale et d'exclusion des individus à ce titre-là. Et ce qui est plutôt surprenant parce que comme les afrocentristes afro-américains viennent des nationalismes, et que les nationalismes en fait, ont noué des relations avec des mouvements du Maghreb, ont essayé avec l'OLP par exemple quand ils étaient à Alger, on aurait pu penser qu'ils auraient capitalisé sur cette ouverture en fait, des nationalistes. Et pas du tout en l'occurrence. On est vraiment dans un enfermement, une exclusivité et une appropriation du territoire qui suppose du coup d'amputer le continent d'une partie de son territoire, et puis aussi de gens qui sont en Afrique du Sud blancs africains, mais aussi libanais, comme il y a beaucoup de
population libanaise aussi dans différents pays africains. Tous ces gens sont aussi africains, mais ne rentrent pas dans les cases définies par les afrocentristes. Sur le Maghreb, par rapport au panafricanisme, je pense que c'est un mini-exemple assez intéressant, de même que la question des îles, Madagascar, La Réunion, tout ça est extrêmement intéressant, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que le Maghreb n'est pas forcément uni. On a des pays, effectivement, qui ont globalement la même religion, qui parlent la même langue, où la population a globalement le même phénotype. Donc on pense qu'il y a une unité, mais il n'y a pas d'unité, il y a des rivalités entre les différents pays du Maghreb. Et ces rivalités-là ont impacté justement le processus panafricain. Le groupe de Casablanca, qui est créé en janvier 61 par le Maroc, c'est pour contester la reconnaissance par les pays francophones, les anciennes colonies françaises, de l'indépendance de la Mauritanie, que convoitait justement le Maroc. Donc tous ces enjeux-là, politiques, géopolitiques, territoriaux, font que on ne peut pas penser aujourd'hui le panafricanisme sans résoudre la question de la problématique justement du Maghreb. Et justement, le retour d'un pays comme le Maroc dans l'Union africaine, je pense, devrait permettre de poser les bonnes et les vraies questions qui se posent aujourd'hui par rapport à cette intégration continentale. Quand on voit ce qui est en train de se passer, le Maghreb est en train de disparaître. C'est-à-dire que le Maroc veut rentrer dans la CEDEAO, qui est l'organisation de l'Afrique de l'Ouest, et l'Algérie veut rentrer dans la COMESA, qui est l'organisation de l'Afrique australe et centrale avec la Tunisie, en prétextant que comme la Libye et l'Égypte y sont, eux aussi veulent y rentrer. Donc politiquement parlant, le Maghreb est en train de se dissoudre. Maintenant, il y a un autre problème qui est la question de l'Eurafrique. Notamment depuis l'Algérie française, etc. L'Europe a toujours eu la volonté de rattacher cet ensemble de l'autre rive de la Méditerranée à sa base géopolitique. Et ça renvoie aujourd'hui aux problématiques que l'on peut voir au niveau du Sahel, le terrorisme, la présence de l'armée française, etc. Donc ça aussi, ce sont des problématiques qui font que, par exemple, la crise à Bamako, on ne peut pas la régler sans passer par Alger. Et qu'il faut que l'on pense justement cet espace saharien qui est vu comme une division de l'Afrique entre une Afrique noire et une Afrique blanche, comme justement un lieu de résolution des conflits par les Africains et pour les Africains. Donc le fameux concept de la Pax Africana. Et c'est pareil aussi pour l'Afrique australe, où on a aussi des mêmes problématiques qui se posent. Merci, très clair, monsieur. Merci, je ne sais pas si je vais m'exprimer aussi bien que les orateurs, mais je reconnais la nécessité de l'afrocentrisme, du panafricanisme. Ce qui m'intéresserait, moi, c'est de savoir s'il y a chez les chercheurs des personnes qui font le lien avec le reste de l'humanité. C'est-à-dire que quand on aborde des problèmes de mondialisation, quand on aborde des problèmes de monnaie, en CFA, on s'affronte à un problème de la monnaie, des banques. Ça ne concerne pas que le CFA, ça concerne tout le monde. Tout le monde est dans ce système mondialisé de l'argent. Quels sont les chercheurs panafricanistes ou afrocentristes qui se situent au niveau international? C'est ce qui m'intéresse, c'est ma question. Maintenant, ce que je peux encore qui va peut-être aller dans le même sens, c'est, je fais personnellement une recherche sur l'identité subsaharienne, et du coup, je ne peux pas me fermer à l'Afrique subsaharienne. Je suis obligé de m'ouvrir à ce qu'on appelle les peuples premiers. Donc il y a forcément un mouvement qui concerne l'humanité avant la révolution néolithique. Et moi, je me situe dans cette réflexion-là. Et j'aimerais savoir s'il y a des chercheurs qui font ce lien-là aussi, qui sortent de ce qu'on pourrait appeler du communautarisme. En fait, la question monétaire, notamment le franc CFA, en fait, on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau parce qu'il y a du buzz sur les réseaux sociaux, mais c'est vieux comme le monde. Depuis, moi, j'ai écrit un petit livre de recueil de Kwame Nkrumah en 1965 qui parlait déjà de la dépendance monétaire. Tout ce qu'on voit aujourd'hui qui est déballé comme quelque chose d'extraordinaire, mais ça a plus de 50-60 ans, et le fait qu'on en soit là montre à quel point, justement, on a régressé publiquement. La question monétaire, l'Afrique la connaît, les programmes d'ajustement structurel, le Fonds monétaire international, on a connu la Grèce avant la Grèce, et bien pire que la Grèce. Et quand la Grèce justement a eu ces problèmes-là, beaucoup d'économistes africains ont dit, ben regardez, on vous l'avait dit, c'est arrivé chez nous, vous n'avez rien dit, maintenant ça arrive chez vous. Donc c'est des éléments effectivement qui sont connus, qui sont discutés, qui sont débattus. Maintenant, sur la réflexion sur la question du
communautarisme, je n'ai pas tout à fait compris, mais je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les milieux panafricains, on débat avec tout le monde. Il n'y a pas d'exclusion, il y a de l'inclusion, il y a de l'inclusivité, il y a, je pense, la capacité aussi à se mettre à la place de l'autre, à avoir de l'empathie. C'est-à-dire qu'on est l'un des rares mouvements qui a pu se fonder entre guillemets sur la notion de race au XXe siècle, mais qui n'est pas rentré justement dans les fameux génocides, alors que d'autres mouvements ont été dans ces directions-là. On n'est pas dans une lignée, dans une idée où l'Afrique irait coloniser, vampiriser, dominer le monde. On est vraiment dans une logique de réappropriation de son histoire, de restauration de son identité et de repartir sur une histoire qui a été interrompue de manière tragique. Donc retrouver justement cette direction et cet équilibre-là. Beaucoup de militants africains, panafricains l'ont fait, et quand vous regardez l'histoire de l'Afrique, la plupart de ceux qui l'ont fait ont été assassinés. Quand vous regardez les grandes figures africaines, toutes celles qui inspirent aujourd'hui la jeunesse et qui sont même admirées dans les milieux blancs, ben, généralement c'est des panafricains, des panafricanistes. Donc ça aussi, ça doit nous interroger sur les formes de solidarité et les formes de réelle empathie que l'on peut avoir en dehors de ce qui serait notre communauté ou notre communautarisme. Donc ça renvoie effectivement aux réflexions sur la blanchité, sur la nécessité de se voir impliqué dans les questions liées à la race et aux formes de solidarité. C'est certainement mal compté, mais c'est aussi mal exprimé. C'est pas que vous soyez communautariste. Alors, moi j'aurais à dire une précaution vocabulaire. Le mot communautarisme est un mot français, politique, qui n'est pas né dans les milieux associatifs ou parmi les gens. Il est né par un discours politique de partis politiques qui distance, en fait, qui crée une distance avec des populations qui pourraient revendiquer une spécificité et qui oppose aussi ça à une inclusion dans la République, qui supposerait une assimilation, pour dire clairement. Donc c'est peut-être un mot, à mon sens, à manipuler en fait avec précaution, dans le sens où ça ne fait sens temporairement du moins que dans le contexte qui est le nôtre. Alors, pour répondre, je pense, si j'ai bien saisi une partie de votre question, ce qu'on fait en tant que chercheur, et j'y participe parce que j'ai migré depuis les États-Unis vers un espace plus large, c'est de travailler sur les circulations et de travailler à partir d'un point de vue qui n'est plus forcément ancré dans un contexte particulier, à savoir, moi, les Afro-Américains, mais de voir en fait comment, à partir de l'Atlantique Noir, qui est aussi mon terrain, à savoir comment les choses se créent dans cet espace-là, comment les gens créent des liens, des connexions, comment ils retravaillent leurs identités et leur culture à partir de cet espace-là. Donc, il y a un travail qui est fait, c'est peut-être un peu théorique pour le moment, en l'occurrence. Je ne sais pas si ça a un lien avec l'humanité, parce que là pour le coup, on n'a pas assez d'unité, je crains. Mais il y a une évolution en fait des disciplines et des champs qui se développent aussi par des discours et des conversations sur ce qu'on appelle la décolonialité, alors dans une lecture universitaire, pas une lecture militante de certains mouvements qui existent ici, à savoir déconstruire en fait non seulement les effets de la colonisation, ça c'est une chose, et ça a déjà été amorcé par l'histoire coloniale quand même, mais de repenser le monde à partir d'un monde multipolaire. De décentrer le regard, à savoir ne pas simplement se dire qu'on va regarder l'Afrique, mais en passant par des références européennes, mais en passant par un Sud-Sud par exemple. Et la décolonialité, ça vient d'Amérique latine, et donc en relation avec notamment les Africains. Donc c'est possible, ça existe, ça reste quand même à la marge de l'université pour le moment, mais c'est une réflexion qui est engagée quand même. Donc il y a quand même un espoir. Merci. Merci beaucoup. On a encore deux questions. Madame. Si ça marche, pour l'instant oui. Bonjour, je suis Gloria Mlombo, d'origine congolaise. France Fanon a dit que l'Afrique avait la forme d'une revolver dont la gâchette s'est trouvée en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on parle du panafricanisme. Et tout à l'heure, vous avez parlé de la différence entre les Africains anglophones et les Africains francophones et tout. On comprend que la réalité aujourd'hui n'est qu'une conséquence de causes pendant la colonisation et l'esclavagisme. C'est cette volonté-là
la différence entre la manière de coloniser ces populations-là qui fait qu'aujourd'hui il y a cette différence-là. Mais quand on voit aujourd'hui la réalité politique ou tout ce qui se passe dans l'Afrique centrale et tout, les génocides, les guerres, etc. et tout, moi je voudrais savoir la part du panafricanisme, quelle est aujourd'hui l'alternative ou les moyens ou les actions que le mouvement panafricaniste pense pour pouvoir participer ou mettre fin à ces troubles-là qui dérangent l'Afrique centrale pour permettre une évolution de l'Afrique entière. Parce que c'est cette Afrique-là dont j'en fais partie, nous sommes conscients que nous sommes un peu en retard pour ce qui est de la question de l'unité panafricaine, mais puisque les enjeux sont énormes, moi je pense que nous devons tourner nos regards aussi vers les autres panafricanistes qui sont peut-être de l'Amérique ou de la France et tout, pour que nous puissions trouver des solutions ensemble pour résoudre ces problèmes-là. Merci. Je vais prendre la deuxième question et comme ça vous répondrez. Oui, d'abord je voulais faire un petit commentaire particulier, c'est que je ne suis pas très sensible quand on parle de race, parce que pour moi il y a la race humaine. Voilà. Après il y a des différences qui sont liées à des tas de choses, mais il y a une seule race, c'est la race humaine. Il n'y a pas de race différente. Alors ma question porte sur la chose suivante. Vous décrivez très bien, je vous en remercie, tout ce qui se passe au niveau des États-Unis, ce qui se passe dans le monde universitaire, les débats dans le monde universitaire, qui sont toujours très acharnés, comme chacun sait. Ma question porte plutôt sur ce qui se passe dans les universités ou dans les centres de discussion autres, d'ailleurs, en Afrique même, sur le thème de est-ce qu'on peut dégager des valeurs communes. Parce que l'histoire est très différente. Je ne partage pas tout à fait l'opinion qui a été dite tout à l'heure, entre l'histoire égyptienne, l'histoire des Berbères, l'histoire du peuple Akan ou les Zoulous, il y a quand même des différences qui sont énormes. Mais l'important, si on veut, enfin me semble-t-il, je voulais avoir travaillé là-dessus, c'est comment est-ce que les Africains d'Afrique, et non pas les Américains qui sont complètement déformés par l'histoire proprement afro-américaine, enfin, déformés, c'est peut-être un mot que je peux retirer volontiers. Ils sont très influencés par. Comment les Africains qui vivent en Afrique, qui ont leurs liens sociaux en Afrique, leur famille en Afrique, leur travail en Afrique, comment les Africains participent à cette idée de dégager des valeurs communes. Alors, un commentaire bref, en fait, parce que c'est pas, effectivement, je ne suis pas spécialiste de panafricanisme, même si c'est très très lié à mon terrain. Je ne sais pas si en Afrique centrale on est en retard, alors je dis on parce que je connais bien, mais il y a eu en fait des mouvements panafricanistes en Afrique centrale, dans les deux Congos en l'occurrence, et qui étaient aussi visibles en France à travers des associations étudiantes, notamment la FEANF qui a regroupé pas mal d'étudiants africains de différents endroits. Et c'est peut-être moins visible maintenant, ou moins dynamique, mais enfin, vous n'êtes pas sans savoir qu'en Afrique centrale, effectivement, il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de guerres civiles, et que la priorité, c'était pas forcément en fait une unité transnationale, c'était plutôt la praticité de vivre en sécurité. Et donc, ça viendra certainement, mais il faut un préalable qui est un contexte calme qui le permet. Et en l'occurrence, pour le moment et jusqu'à présent, les gens l'ont fait à l'extérieur et où ils se trouvent. Donc c'est une possibilité, vous pouvez le faire à partir de l'endroit où vous le trouvez. Il y a des choses qui se passent, par exemple, certains écrivains, Mabonkou par exemple, organisent des choses qui relient en fait certains pays, des festivals culturels et littéraires, notamment avec cette thématique-là en jeu. Donc c'est par petites touches. Il n'y a pas de modèle global, de formule globale, aussi parce qu'il y a une diversité déjà à l'intérieur de ces pays-là. Et des difficultés économiques, sociales, politiques complexes qu'il faudrait pouvoir résoudre avant ou en même temps qu'on réfléchit à un global régional. Alors, pour ce qui est des Africains en Afrique, j'en connais certains qui travaillent effectivement en Afrique. Il y a quelque chose qui se développe et que je trouve très intéressant, c'était notamment l'initiative d'un économiste sénégalais qui s'appelle Felwine Sarr,
et qui a fait des... D'accord, il y a quelqu'un qui connaît, et qui a écrit un ouvrage qui est très intéressant qui s'appelle Afrotopia. Et justement, il écrit dans cet ouvrage comment les Africains peuvent en fait développer l'Afrique de leur propre point de vue, en ayant en fait une connaissance des écrits, des travaux qui viennent d'Europe et d'ailleurs, parce que pour le coup les uns et les autres ont été aussi éduqués dans ces pays-là, mais en disant on peut construire quelque chose de spécifique à partir de l'Afrique. Et donc en fait, il a écrit ce petit essai qui n'est pas très long et facile à lire, et il a aussi organisé avec Achille Mbembe des rencontres à Dakar, c'était je crois au printemps dernier, non à l'automne. Et donc il y a un mouvement qui s'amorce en fait là-dessus, mais aussi parce que il y a des gens qui sont restés sur place, parce qu'une partie des gens partaient pour des raisons économiques et restaient dans d'autres pays pour pouvoir vivre et faire leur carrière. Il y a beaucoup d'Africains aux États-Unis pour cette raison-là. Achille Mbembe fait désormais par exemple des allers-retours entre l'Afrique du Sud et les États-Unis, parce que le fait d'être aux États-Unis, ça lui permet quand même de travailler en Afrique du Sud, même si c'est pas le pays le plus pauvre du continent. Donc il y a des choses qui se passent, qui se construisent, des réflexions qui sont là. Ils sont confrontés les uns les autres au manque de moyens. Pratiquement, si vous voulez faire certains travaux, il faut quand même avoir un minimum de moyens pour se déplacer, pour publier et pour avoir une visibilité. Donc ça vient, si on leur donne un coup de main, ça peut tout à fait fonctionner. Oui, alors en fait on part de très loin, puisque aujourd'hui encore à peu près 85% de la recherche sur l'Afrique est faite à l'extérieur de l'Afrique. Donc il y a la problématique des agences de développement, des bailleurs de fonds, etc., qui financent des recherches orientées ou appliquées en fonction de leurs intérêts et pas en fonction de l'intérêt des populations, et qui du fait n'associent pas les populations ou les besoins des populations à leur réflexion ou à leur production, à leur construction paradigmatique de l'Afrique. Donc ça, c'est quelque chose qui explique pourquoi les projets clés en main, collés sur le dos de l'Afrique, ne marchent jamais. C'est ce qui explique pourquoi les politiques de développement ne marchent jamais et ne marcheront jamais. Ça déjà, c'est un premier élément à souligner. D'ailleurs, l'Agence française de développement est en train de se réorienter pour devenir plutôt une agence, on va dire, commerciale. Il y a aujourd'hui, sur le continent africain, une crise dans les milieux universitaires, que effectivement quelques îlots permettent d'éclaircir. Ça va, on a cité quelques-uns. Néanmoins, la condition estudiantine, la capacité de réflexion, de pensée est extrêmement difficile. Les artistes font beaucoup, les artistes sont à classer dans la catégorie des intellectuels, mais les conditions économiques et sociales font qu'on doit toujours se poser la question de pour qui travaillent les intellectuels. Ça aussi, c'est un enjeu fondamental qui renvoie à la responsabilité des États qui n'ont jamais compris que les enjeux, que les problématiques d'éducation, aussi bien à la petite enfance que l'enseignement supérieur, doivent être, dans le contexte africain, des enjeux de souveraineté nationale. Il faut redévelopper effectivement de la recherche, du développement endogène, comme disait Joseph Kizerbo, un historien qui a beaucoup travaillé dessus. Il faut aussi lier, je pense, les travaux sur les réflexions sur l'éthique en politique avec les travaux sur la souveraineté alimentaire. Alors il y a un africaniste très célèbre, mais très très mal aimé en Afrique, qui s'appelle Jean-François Bayard, qui a écrit sur la politique du ventre. C'est très caricatural. Il faudrait plutôt penser au fait de pourquoi aujourd'hui la politique est devenue un moyen de manger en Afrique. Pourquoi les élections sont devenues des moyens de redistribution du pouvoir. Pourquoi aujourd'hui, en République démocratique du Congo, on est constamment en train de repousser le processus électoral. Pourquoi on parle davantage des élections que des moyens pour faire en sorte que la population puisse vivre dans des conditions dignes. Donc ça aussi, ça renvoie à la captation du pouvoir par des élites qui sont en partie aliénées ou complices. Donc ça aussi, c'est un vieux débat. Il y a un débat, il y a des luttes entre élites interposées, ceux qui sont partis en exil, ceux qui sont sur place. C'est pareil au niveau des milieux étudiants. Le mois dernier, j'étais au Burkina Faso. J'ai travaillé avec des étudiants, par exemple, qui veulent apporter leur contribution sur la Constitution, puisque le Burkina Faso a connu une révolution, donc là, ils réfléchissent sur une nouvelle Constitution. Et par exemple, l'un des enjeux panafricains qu'on pourrait aussi appliquer pour la République démocratique du Congo, c'est faire en sorte que les Burkinabés de la diaspora ou les Congolais de la diaspora aient automatiquement le statut de coopérant, de telle sorte à ce que lorsque l'État a besoin de compétences, eh bien, il fait revenir justement des enfants du pays. Donc ça aussi, ce sont des choses qui rentrent dans ce cadre du panafricanisme-là. Ensuite, on a des problématiques liées à au contrôle des richesses, puisque ce qui explique les guerres que l'on voit en Afrique centrale, c'est les richesses de la République démocratique du Congo, c'est le territoire le plus riche du monde.
c'est lui qui est à l'origine de beaucoup de choses, de toute la mondialisation que l'on connaît aujourd'hui, ça vient du Congo. Et donc c'est effectivement un gros morceau que personne ne veut lâcher. Et le meilleur moyen de le contrôler, eh bien, c'est de jouer tout le temps sur des élections présidentielles, c'est-à-dire installer au pouvoir un pantin qui va signer n'importe quoi, alors que la démocratie doit se construire depuis la base, par les élections locales. Et quand vous regardez les programmes de financement des élections, puisque les élections sont toujours financées par des bailleurs de fonds étrangers, ils financent prioritairement les élections présidentielles, et jamais les élections locales qui sont le véritable processus démocratique africain. Donc ça aussi, ce sont des priorités à changer, mais pour les changer, eh bien, il faut avoir les manettes, les leviers du pouvoir.